Alors, bienvenue aux nouvelles du monde de la course, édition du 2 septembre. Euh, D'habitude, je fais ça les dimanches, mais là, hier, j'étais pas mal occupé. Puis aussi, j'ai réalisé avec le temps que souvent, il y a des courses le dimanche. Puis là, c'est un peu serré pour moi dans le temps de préparer ça pour le soir même. Donc, dorénavant, je vais faire ça les lundis, les nouvelles du monde de la course. Comme ça ça me laisse le temps de bien digérer et analyser toutes les nouvelles qu'on a eues, qui ont eu lieu la fin de semaine. Cette semaine, je vais commencer tout d'abord en donnant un shout-out à mon coloc Nathanaël Beaulieu, il a appris la semaine passée qu'il ferait partie de l'équipe de cross-country de McGill. Je pense que c'était lundi passé, les Oui, tryouts. après les Ouais. tryouts, c'est ça. C'était un 6 fois 1 kilo ou 7 7 fois. fois 1 kilo. Ouais. Oui. Oh boy, 7 fois. Ok. Fait que là, remonté, donc la classique loop de 1 kilo de cross-country de McGill avec. Ça commence en descendant dans un petit trail, puis après ça, t'as une bonne côte que Ouais, c'est là, ça. tu vois qui a pas fait de côte durant l'été. Puis c'est ça, et dans le fond, Nathanaël, dans le fond, il va être un peu mon collègue pour ses nouvelles, et peut-être dans le futur aussi. Et il a aussi gagné l'Ultra Trail des Chic Chocs, 45 km en 4,53,51 le 22 juin passé. J'avais vu un article dans Distance Plus et tout. Ça a l'air que les reporters voulaient tout savoir. Mais dans le fond, peux-tu brièvement nous raconter un peu ton expérience dans ce 45 km qui a pas mal de dénivelé? Oui, oui. Donc, ça a été une très belle expérience au final, là. C'était sur un 43,8 km avec environ 1720 mètres de dénivelé positif. Donc, Mont-Royal, c'est 200 mètres environ. Fait que c'est comme ouais, environ plusieurs fois 9 fois, 9 fois le Mont-Royal environ. Ouais, environ. 8-9 fois. Fait que ça fait de la montée puis de la descente. Fait que tu sais, C'est- le monde qui dit ah, c'est lent 4,53,51, ouais, mais c'est parce que t'as de la montée puis t'as gagné ça dans le Ouais. fond. Donc, Puis aussi, c'est des terrains qui sont très techniques, là. ouais. Il y a beaucoup de terrains où il y avait de la roche, il y avait beaucoup de gros morceaux de roche, puis aussi il y avait des endroits où il y avait de la neige. Ils ont même dû en fait changer le premier itinéraire de la course qui était supposé passer par le Mont Albert. Étant donné qu'il y avait trop de neige, ça n'avait pas été possible. Donc, la dernière minute, ils ont dû changer le parcours pour finalement faire une boucle là, partant du centre découverte et de service, aller jusqu'au Mont Lévin en boucle, puis jusqu'au Mont Xalibu, ensuite on allait retour. Puis même dans ce parcours-là, il restait de la neige. Puis, Ouais. mais c'est des très beaux parcours. Là. Les ravitaillements étaient quand même ils étaient très bien placés tout au long de la course. Puis, ça a été une très belle Une belle expérience. Là. expérience. Il y avait de la bonne bouffe au dernier ravito, tu disais. Ouais, dans Ouais. tous les Ah, ravitaux. Là. ouais. Mais c'est Mais, le dernier qui est le plus satisfaisant parce que là, tu peux vraiment peg out. Là. Tu peux ouais, c'est ça. te bourrer au max. Fait que ça devait être Puis, satisfaisant. ouais, ouais. Donc, c'est ça. Au début, je suis parti avec un autre coureur au début de la course pour le 3 premiers kilos. Donc, on était ensemble pour débuter la course. Puis on a quand même débuté un petit peu trop vite au début, mais on s'est réajusté ensuite. Puis après le troisième kilo, j'ai décidé d'aller un petit peu plus vite que lui en montée. Donc Continue. tout le reste de la course, j'étais tout seul. J'ai croisé le deuxième. En fait, quand on faisait l'aller-retour du Mont Xalibu, il s'en allait vers la montée. Moi, j'amorçais la redescente, donc j'ai croisé à ce moment-là. Ce qui m'a en fait, on a décidé d'essayer d'augmenter la vitesse un petit peu. Ouais, pour le Donc, dropper. ouais, c'est ça. Donc, au dernier ravito, j'ai décidé d'y aller vraiment rapidement pour me lancer dans le dernier 7 km à la Ouais. fin. Pas le donner d'espoir. Break their hopes. Puis c'est comme ça que ça marche. Ouais, Super. c'est bien déroulé. Super. Mais bien joué en tout cas. Puis on te souhaite une bonne saison avec McGill. Là, c'est un retour au cross. Tu n'avais pas fait Ouais. l'année passée, mais là enfin tu vas pouvoir en faire à nouveau. Mhm. On verra ça au McGill Open qui aura lieu. Cette année, ça a lieu un vendredi et non habituellement c'était le samedi, mais là, ça a l'air qu'il y a une course un dimanche en tout cas. Puis que finalement, ils vont faire ça le vendredi après-midi. La course des hommes doit être autour de 3h40 si je me trompe pas. Mhm. Femmes autour de 3. Mais à voir quand la date approchera. Ça aura lieu pas la fin de semaine qui s'en vient, mais juste avant, l'autre après, le vendredi, juste avant. Aussi un retour sur le record de fauteuil roulant dont j'avais parlé la semaine passée. Une petite précision.
On avait dit qu'il y avait un record beaucoup plus rapide pour la poussette. Mais il faut bien sûr se rappeler qu'il y a une poussette, dans le fond, dans la définition du record, tu dois pousser un enfant. Donc c'est quand même plus léger. Puis je pense qu'il y a des poussettes de course, donc je suppose que ça a été fait avec une poussette de course. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était comme une poussette normale, mais ça irait pas trop bien. Donc, donc c'est pas la même chose. Dans le cas de Julien Pinsonneau, là c'était une personne adulte. Puis il m'a raconté, dans le fond, il m'a raconté c'est donc plus de 18 ans et de plus de 100 livres. Et son copilote à lui, il pesait 165 livres. Donc on jouait même pas proche des règles. S'il voulait optimiser le record, il serait trouvé quelqu'un de 100 livres puis il l'aurait mis dedans. Mais là, c'est dans le fond, c'est une personne, je pense que avec un handicap physique et ou intellectuel, mais qui dans le fond qui a été ami pendant plusieurs années. Donc c'est une belle histoire. Puis ils ont fait ça ensemble. Puis avec le Cartus qui est le fauteuil roulant qui a été utilisé qui fait quand même 50 livres. J'ai déjà fait un tour là-dedans, c'est bien plaisant. Tu sens vraiment, quand tu es au niveau du sol, c'est le fun quand même d'aller vite, sentir la vitesse. Sentir la vitesse. Et fallait aussi que ce record soit fait 2 fois. Il l'avait déjà fait une 20-27 en avril. Donc, quand même. Je savais pas qu'il fallait faire 2 fois un record pour ça homologuer. C'est assez intense, mais bref. Aussi un shout-out à Pamela Anne Bachelder Saint-Pierre, qui a fini 4e overall chez les femmes à Tremblant. C'est une athlète du Rouge et Or, une nouvelle professionnelle qui a plein de talent. C'est Laurent Gervais-Robert, un de nos auditeurs fidèles, qui me l'a souligné. Alors merci. C'est vrai, moi je suis pas le triathlon vraiment, à peine. Donc, puis moi je disais juste les top 3, mais dans le fond, c'est ça. Elle, c'est une jeune Québécoise qui vient de commencer sa carrière pro, puis qui a quand même fait toute une performance, fait 4e au Ironman de Tremblant qui est très relevé. Faut le faire. Fait que chapeau à elle. En plus, j'ai lu dans son post qu'elle était même pas sûre qu'elle le ferait avant un jour parce qu'elle a des blessures. Bref, good job. Dans le fond, on avait un concours Brittany Runs a Marathon il y a quelques semaines. Et là, j'ai été le voir avec mon autre co-animatrice Sophie et ainsi que les gagnants du concours. Nous sommes allés à la première qui avait lieu mercredi passé. Et dans le fond, moi j'avais un peu peur entrant là-dedans parce que je m'attendais à un film. J'avais peur que ça soit une affaire cliché, un peu cucu, plus pour les filles ou quoi. Je sais pas, vu que le personnage principal est une fille puis qui est un peu pas en shape puis qui laisse vraiment en shape. Mais finalement, j'ai trouvé ça, le film très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Puis quand même, moi je suis quand même un fan d'humour, donc c'est quand même assez bon niveau d'humour, je dirais. On se reconnaît, je dirais qu'il y a plusieurs trucs dans lesquels les coureurs, on se reconnaît avec des éléments de coureurs qui sont présents dans le film. Donc vraiment, c'est quand même le fun, je dirais. Je recommande si vous êtes des coureurs qui aiment la course, qui aiment les films, qui aimeraient voir un film un peu qui traite de ce sujet-là. On parle aussi un peu d'apprendre à s'accepter, mais aussi de se challenger, tout ça. Bref, moi en général, je trouve les personnages étaient bien construits, une évolution quand même des personnages. Donc je dirais que je donnerais mon seal of approval. Si j'étais pas allé le regarder, j'irais le regarder cette semaine. Je sais pas combien de temps il sera à l'affiche. J'ai jasé au gars qui organisait cette première. Il a dit ça va vraiment dépendre des recettes de la première semaine parce que les Cinéplex, eux, il faut que remplir les salles, puis eux, ils n'ont pas l'impression que ça va remplir les salles. Mais s'ils les font mentir, puis que les salles se remplissent, ils vont le garder à l'affiche un peu plus longtemps. Si ce type de film vous intéresse, je vous recommande d'aller le voir. Il est au cinéma Banque Scotia présentement, en anglais seulement. C'est ça, je vous le recommande. Toi, j'ai réussi à te passer une paire de billets bonus. J'avais même pas compris, j'avais une paire de billets bonus. Mon collègue qui est chanceux, il va aller le voir. Il va aller le voir prochainement au courant de la semaine, tant que c'est encore à l'affiche.
Oui. Quand tu disais qu'on se reconnaissait un peu en tant que coureur dans ce film-là, Ouais. est-ce que c'est plutôt du côté quand on commence la course ou c'est... Il y a un peu de tout, oui, il y a un peu de quand tu commences la course, mais aussi juste des petites affaires comme à un moment donné, elle check les photos d'après-course, puis là, comme pourquoi j'ai les faces d'eux, puis de même, là, tu sais, des faces un peu pas autant belles, tu t'imagines, tu vas avoir l'air héroïque ou quoi, puis finalement, t'as l'air un peu comme les yeux à moitié fermés ou quoi, puis il n'y en a pas une qui est bonne. C'est ça. Fait que des affaires de même, plein de petits détails en ce moment, je suis pas capable de penser exactement quoi, mais il y a quand même c'est sûr qu'il y a certaines scènes de course, que la façon qu'ils courent, tu vois que ça n'a pas vraiment de bon sens, mais c'est juste pour comme qu'on puisse entendre les dialogues comme du monde. Mais beaucoup quand même de trucs de coureurs qu'on peut reconnaître quand même. Donc, ouais, c'est ça. Allez le voir si vous voulez savoir ce que je veux dire par là. Ben dans le fond, moi je suis pas payé pour ça, j'ai juste eu des billets gratuits. Fait que dans le fond, j'ai rien. Je suis un homme qui a rien à perdre de ça, donc ben, vous pouvez me truster parce que dans le fond, ouais, j'ai rien à gagner, donc bref. Ensuite, on a Mélanie Mirand dans les nouvelles maintenant. Mélanie Mirand, ma coéquipière, qui va se rendre au championnat du monde à Doha pour représenter le Canada au marathon, donc les championnats du monde de 2019 d'athlétisme. Sa course aura lieu autour de minuit, je pense, parce qu'il fait tellement chaud là-bas, donc une heure un peu étrange pour une course, puis malgré ça, il va faire très chaud, dans le fond au Qatar, donc vraiment un pays de la chaleur. Mais elle est très contente, ça savait pas d'allure par contre, parce qu'elle était en attente, comme elle savait seulement à la dernière minute si elle pourrait y aller. Puis elle s'était malgré ça inscrite à un camp d'entraînement juste avant, puis qu'elle irait peu importe si elle était prise ou non. Mais si elle n'était pas prise, il faudrait comme qu'elle paye elle-même. En tout cas, c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment de dernière minute le processus de sélection. Donc c'était pas super pour elle. Puis ben, elle était all-in, puis elle se disait je veux le faire. Puis elle va le faire. Donc ça va être une super belle expérience pour elle. Un bon entraînement de faire un marathon en chaleur pour Tokyo. Donc, ben, on lui souhaite bonne chance. Elle est déjà à son camp d'entraînement. Je pense que c'est en Suisse en ce moment avec Athlétisme Canada. Et côté masculin, c'est John Mason qui a été choisi. Donc, lui, c'est un coureur d'environ 2,15 au marathon. Donc, quand même pas gênant. Quand même pas gênant. En course trail, on a Mathieu Blanchard qui a terminé 10e à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il a amélioré sa marque de l'année passée. Il avait fait 13e, donc une bonne amélioration. 10e dans l'Ultra Trail le plus prestigieux au monde, si on veut. Donc on voit ici une belle photo pour ceux qui regardent. Je pense qu'il est quand même satisfait, mais j'aimerais ça à un moment donné le recevoir pour avoir un peu ses impressions, une bonne description de comment ça s'est passé à travers le parcours. Je suis sûr qu'à un moment donné, ça va pouvoir avoir lieu. Mais tout ce que je me souviens, c'est que j'avais jasé avec Oli, qui lui se tient, Olivier Roy-Barjon, qui se tient beaucoup avec lui. Et dans le fond, il m'avait raconté, Mathieu leur avait texté, je pense que c'était le jour d'après, quand il avait fait de l'année passée, qu'il avait fini 13e, que tout son corps, il était couché dans le lit, tout son corps lui faisait mal. Ça parle à la fun, à la récupération après. Toi, est-ce que tu songes faire ça là, après? Toi, tu fais déjà des 45 km, donc ça c'est vraiment un bébé ultra si on veut. Parce que d'habitude, ultra, c'est 50 km, c'est considéré comme. Il y en a qui considèrent comme que c'est pas un ultra. Techniquement, c'est plus qu'un marathon. C'est ça, mais dans le fond, souvent on dit qu'ultra c'est 80 et plus. Moi je dirais 50 c'est correct, mais bref, tu peux être sûr que tout le monde va te croire que tu as fait un ultra quand tu fais un 80. Là c'est un 165, je pense. Non, c'est un 105 si je me trompe. Un 105, peut-être que je me trompe. Ouais. En tout cas, il a fait ça à 11h42. Ouais, t'as raison, 101 km, donc c'est pas 165. Je me mélange avec le Vermont 100 miler. Il y a l'ultra Trail du Mont Blanc aussi qui est un 160 kg, mais il y a plusieurs distances dans l'événement. Ah, ok, puis ça doit être ça, je pense que c'est l'OCC, je suis pas certain. Ouais, le CCC, la course CCC. Ouais, donc je suppose que c'est la plus prestigieuse, celle-là. C'en est... De toutes les courses, c'est celle qui a le plus haut niveau, je suppose.
comme celle de 101 km. En tout cas, je pense, je me suis Il y a un regardé. très bon niveau dans toutes Ouais. ces courses-là, là, en fait. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je m'y connais pas assez en trail là, pour me prononcer, mais je pense ben ça doit l'être. C'est fini 10e, puis lui il est quand même pro, fait que je pense que ça devait être celle-là la course importante, la plus importante qui avait lieu. Puis c'est intéressant, il y avait un article que j'ai vu dans Outside Online Magazine qui parle du UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, et le problème d'amateurisme du ultra running. Et donc, tu penses il fait combien le gagnant de l'Ultra Trail du Mont Blanc? C'est combien Combien de cash? Prize money? Ça, je suis pas certain. Ouais, prends un C'est pas guess. exactement, je vais dire, mettons, 3000, c'est un chiffre que je donne au hasard. 3000 Canadiens? Ouais, mettons, ou 3000 Environ. euros. 3000 euros? Disons. Ok. Mais avant cette année, c'était Ouais. 0. Ouais, ok. Puis cette année, 2000 euros. Ok, quand même pas si loin. Ce qui couvre à peu près le voyage. Donc, ouais. mais dans le fond, le ultra, la scène d'ultra, c'est un peu un peu, il y a un peu on retrouve quelque chose qui est un peu similaire à l'amateurisme. Dans le fond, dans les années, je pense dans les années avant, les années 40 peut-être, Ouais. peut-être avant 50, aux Olympiques, tu n'avais pas le droit d'être pro pour participer. Tu devais être un amateur. Tu n'avais pas le droit de recevoir d'argent pour faire ça. Parce que c'était, dans le fond, je me souviens plus c'était quel personnage, mais qui disait que sinon, si tu fais de l'argent de ça, c'est que tu fais ça pour l'argent ou quelque chose. Et que tu fais pas ça pour les bonnes valeurs. Puis que c'est ça, tu veux garder les valeurs de juste faire ça pour le plaisir, le surpassement de soi. Et l'Ultra Trail, qui est en développement en ce moment, on dirait qu'il y a un peu de ça. On comprend que ça vient pas d'un désir c'est pas parce qu'ils sont, je pense pas trop que c'est parce qu'ils sont cheap là, mais c'est plus comme c'est ça, ils veulent essayer de préserver la grâce, je sais pas trop quoi, l'honneur un peu, que tu fais ça, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour l'accomplissement. Mais en même temps, comme si tu fais pas de cash puis que t'es un coureur pro, puis que comment est-ce que le sport va se développer. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Par rapport à ça, Dans le fond, d'avoir un prize par money de rapport à ça. 2000 euros, ce qui revient à 2917 Canadiens pour, mettons, la course la plus prestigieuse. Tu compares à Boston, c'est 150 000 US. Ça, c'est le prix pour le 112, c'est ça, je dois dire? Pour l'événement le plus prestigieux. Ok. C'est le plus gros prix. Puis, ben moi, je pense que même s'il y a un prix monétaire à la fin de la course, ça n'empêche pas les gens de faire la course pour le plaisir, pour le dépassement de soi, puis pour l'expérience dans la course. Là. Parce que je connais certaines personnes qui ont fait des ultramarathons, dont Cédric Chavannes à la Diagonale des Fous, puis qui avait trouvé que c'était une expérience absolument formidable à avoir. Course très difficile aussi, dans les plus difficiles au monde, dans ce cas-là aussi, avec 9500 mètres de dénivelé positif. Ouf. Mais je pense qu'il se fait dans une trentaine d'heures. Ok. Mais Aïe aïe. je pense que quand tu veux t'inscrire dans une course avec un ultramarathon, c'est pas seulement une question. Ça va jamais être juste une question d'argent. Parce que si tu penses juste que c'est une question d'argent, ça va pas t'aider à aller finir la course. Ouais, puis Il y a d'autres objectifs, soit le dépassement de soi, c'est une aventure en soi de faire cette course-là. Là. C'est des super beaux paysages. Moi, je trouve tout le temps que quand je fais de la course en montagne, en descente, c'est tout le temps comme un petit jeu de regarder dans les terrains plus techniques, là, de regarder où mettre le pied le plus rapidement possible. Donc, il y a beaucoup de calculs qui se fait rapidement. C'est des bons défis aussi avec les côtes. Donc, je pense que c'est vraiment quand on s'inscrit pour un ultramarathon, c'est vraiment le but, c'est de vivre une certaine aventure puis de se dépasser par le fait même. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de rajouter un montant. Ça peut. Je pense pas que c'est quelque chose de négatif, en fait. Bon, c'est ça. Moi non plus. Moi, tu sais, si tu veux que le niveau monte puis que du monde se dédie à ça, ben il faut que tu mettes de l'argent. Il faut que tu aies des coureurs pros. Parce que, je vais te dire, tu peux pas t'entraîner à temps plein pour du ultra. Tu peux pas t'entraîner optimalement si tu as une job.
Comme c'est impossible. Ces gars-là font tellement de millage, là, ça n'a aucun bon sens. Là. Ouais. Tu peux avoir peut-être une side job, mais faut que tu ailles chercher de l'argent quelque part. Donc, Mhm. selon moi, ça revient un petit peu à l'amateurisme des années 50 qui essayait d'être préservé aux Olympiques. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, le monde. C'est que ça amenait à des non-sens, comme un gars, mettons un gars, c'est ça, qui essayait de vivre de ça, puis que là, ça a été découvert après qu'il avait joué pour une équipe puis qu'il avait reçu une petite compensation qui revient même pas à une job à salaire minimum, puis que là, il avait dit, ah ben, t'es disqualifié, on te retire ta médaille, là, des non-sens. Il faudrait que j'aille retrouver les noms, là, mais Ok. ça fait aucun sens. Selon moi, c'est sûr que c'est un peu des fois, on regarde les joueurs de hockey puis les joueurs de basket, puis leur salaire, puis on trouve ça un peu. Ça n'a aucun bon sens. Mais en tout cas, dans la course, on n'est même pas C'est près pas au d'être même de niveau. ça. On Puis vend pas des millions de c'est dollars. ça, on n'est même pas près d'être proche de ça. Donc, C'est ça. en ce moment, peut-être un moment donné, on pourra jaser de ça, mais en ce moment, selon moi, on n'est même pas près de ça. Donc, Oh, ouais. ouais, il va falloir mettre du cash si on veut que ça se développe. Selon moi, c'est juste normal, c'est encore à ses débuts. Le sport, ça va pas prendre de temps que le niveau va augmenter. Puis le fait d'avoir des coureurs de haut niveau, ben, ça va attirer plus de monde à certaines courses. Donc, Mhm. ils pourront mettre de l'argent. Puis, qui sait, bientôt de l'ultra aux Olympiques, peut-être. Ouais. À voir. Ouais. À voir. Ensuite, on a au championnat mondial de 50 km, et ça, je pense que c'était bien route, pas trail, qui avait lieu à Brasov. On a Catherine Royer qui a terminé 29e en 3:38:07. Donc, on la voit ici. Non, 3:37:08. J'avais mal écrit. Donc, 3:37:08 pour un 50 km. Donc, elle représentait le Canada. Elle a terminé la première canadienne. Elle était la première était de la Grande-Bretagne en 3:07:20. Donc quand même pas si loin, bon, trentaine de minutes quand même, mais c'est ça, une good job Catherine Royer et Olivier, oui, et Olivier Roy Baillargeon qu'on a déjà eu au podcast qui lui aussi représentait le Canada. Et il a terminé tout juste devant son compatriote Sanjay Sajdev. Il a fini 38e en 3:08 40. J'ai l'impression qu'ils ont dû courir la majorité de la course ensemble parce ils ont seulement 23 secondes de différence. Donc Olivier voulait quand même gagner une position à la fin et il a donné un bon coup. Alors félicitations à ces deux coureurs et je devrais les recevoir au courant de la semaine. Donc ça devrait faire un bon épisode où ils vont nous raconter leur expérience d'avoir représenté le Canada au championnat du monde de 50 km. Donc on ira plus en détail là-dessus à ce moment. Maintenant, on va parler de la Coupe Québec, le classement général chez les femmes. En ce moment, on a Bianca Prémont qui mène avec 2582 points. Par contre, ce ne sera pas elle qui va gagner à moins vraiment de quelque chose de terrible arrive à Meggy Dargis ou Sabrina Saint-Gelais. La raison pourquoi Bianca est présentement première, c'est parce qu'elle a participé aux trois premières étapes de la Coupe Québec. Donc, elle a le score pour l'étape 1, 2, 3 qui sont additionnés ensemble. Tandis que Meggy et Sabrina n'ont fait que 2 des 3 premières étapes. Donc c'est pour ça que leurs scores sont beaucoup plus bas. Mais c'est clair que Meggy, qui devrait être présente au 10 km de l'Université Laval, devrait augmenter son score suffisamment pour surpasser Bianca si elle finit la course. Et Sabrina, même chose. Ça devrait être bien suffisant. Peut-être qu'Annie Laperle aussi pourrait surpasser Bianca, mais là, c'est pas trop sûr. Ça va être à voir. Ça va se décider aux 10 km de l'Université Laval, dépendamment si elle le court. Côté masculin, présentement, je suis en tête, mais encore une fois, même chose. J'ai fait les 3 étapes, donc je suis de loin en tête, mais ça veut rien dire. Anthony, je suis à 2762. Mais mon score va pas beaucoup plus monter. Il va peut-être monter un petit peu au 10 km de l'Université Laval parce que ça risque d'être rapide. Donc je m'attends à ce que ça monte peut-être autour de 2850, 2900. Ça dépendra à quel point ça va vite. Mais Anthony Larouche pourrait jouer les troubles fêtes à 1782 points. Si mettons j'ai une très mauvaise course à l'Université Laval,
et que je finis pas. Et si lui finit en un temps assez rapide, il pourrait techniquement me surpasser. Donc, pas ultra probable, mais qui sait, rien n'est impossible. On sait que le 10 km risque d'être rapide et que on avait le demi-tremblant qui était quand même une course assez lente à cause du parcours montagneux. Donc ça pourrait jouer là-dedans. Alexis Lavoie-Gilbert, 1636. Je le vois difficilement devancer Anthony Larouche. Il y a quand même une bonne distance entre les deux. Il faut dans le fond qu'il mette environ 150 points sur Anthony Larouche à la prochaine étape. Donc ça prendrait quand même une course assez miraculeuse au 10 km de l'Université Laval. Peut-être un DNF d'Anthony Larouche et un temps excellent. Mais encore là, par contre, là, ça ne viendrait pas effacer un de ses anciens temps. Donc, selon moi, Anthony Larouche devrait avoir la deuxième place sécurisée. Peut-être une première, mais si tout va bien, d'habitude, je devrais finir le 10 km. Puis ensuite, on a Jean-Pierre Morin avec 1540. Si on regarde maintenant le 10 km de l'Université Laval, qui va être la dernière course, on va regarder la liste des élites qui devraient prendre place. Donc, tout d'abord, les élites féminins. Anne-Marie Comeau, Pia Némé, Sabrina Saint-Gelais, Meggy Dargy, Ariane Rabi, Alex Castonguay, Annie Laperle, Anne-Laure Ménard, José Picard-Arsenault, Karine Lefebvre. Donc, on a quand même une belle brochette. Si tout va bien, je pense qu'on est d'accord. Anne-Marie Comeau devrait l'emporter facilement. Elle a quand même une bonne longueur d'avance sur ses compétitrices si on regarde ses temps. Ouais. Par contre, elle a été blessée récemment. Elle était censée prendre part au demi-marathon du Mont-Tremblant. Et finalement, elle ne l'a pas fait. Donc, est-ce que ça va encore se produire au 10 km de l'Université Laval? On ne sait pas. 10 km, c'est plus faisable à compléter qu'un demi-marathon quand on vient d'une blessure, c'est sûr. Ouais. Ça lui a donné le temps aussi de... C'est ça, peut-être ça lui a donné le temps, mais aux dernières nouvelles, j'avais vu un post Instagram, me semble, qui disait qu'elle faisait du vélo. Ok. Parce que pour cross-train, donc je sais pas si c'est parce qu'elle peut pas courir en ce moment. Peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que j'avais vu de quoi du genre, donc à voir. Et là, ensuite de ça, selon moi, ça va être pour la deuxième position. Là, on a Ariane Rabi qui est là-dedans maintenant. Donc, Ariane, on peut pas trop savoir. Ça va dépendre de c'est quoi sa forme. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de course sur route, ou du moins à ce que j'ai vu. Elle pourrait disons que la première place est barrée pour Anne-Marie Comeau. Ensuite, pour la deuxième position, je pense Ariane Rabi, Meggy Dargy, Sabrina Saint-Gelais, ça va être une bataille à trois. C'est mon impression. Meggy Dargy, selon moi, a l'avantage. Elle a fait les deux autres courses. Elle a remporté en fait les deux autres courses auxquelles elle a participé. Donc le 5 km ainsi que le demi-marathon. Selon moi, elle devrait l'emporter aussi sur plus courte distance, je la favorise. Donc un 10 km, on reste quand même dans la plus courte distance si on regarde le contexte, parce qu'on a des 15 puis des demi-marathons. Ensuite de ça, je pense qu'elle était censée être là au 15 km Rougemont, finalement elle n'est pas allée. Est-ce que c'est à cause d'une blessure? On ne sait pas. Donc, est-ce qu'elle sera présente? C'est à voir. Elle est censée l'être, mais on ne sait jamais. Sabrina Saint-Gelais, d'habitude, elle est toujours là au rendez-vous. Elle a été là à toutes les courses qu'elle était censée être. Donc, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas là. Puis aussi, elle veut avoir un bon classement dans la Coupe Québec pour le prix, puis aussi pour la position. Et c'est ça, Ariane Rabi, c'est difficile à évaluer en ce moment, ça fait un bon bout qu'elle n'a pas couru, mais en bonne forme, elle pourrait rivaliser avec elle, c'est à voir. Pia Némé, selon moi, ensuite de ça, serait après ces filles-là. Peut-être qu'elle va rester avec elle un bon bout, mais je pense qu'elle va être après. Alex Castonguay avait aussi eu une bonne course au 5 km NDL. On l'a pas revu depuis, mais dans le fond, elle a l'air forte sur les courtes distances. Donc au 10 km aussi, elle pourrait
qui sait jouer les troubles fêtes, je sais pas, je veux pas trop me prononcer là-dessus, parce que c'est pas trop certain. Mais pourrait être de la partie, rivaliser avec Pia Némé, possiblement. Annie Laperle, elle avait fini, je pense qu'elle a fini environ un petit peu après Pia à la dernière course, au 15 km. Donc, devrait être de la partie, mais les autres devraient l'emporter. Mais on sait jamais, c'est une course. Et ensuite, Anne-Laure Ménard, on l'a pas vu depuis un bon bout. Elle a fait des solides performances dans le passé. Là, c'est encore une fois, c'est un retour. Selon moi, les autres filles sont devant, mais encore une fois, qui sait. Ça ne pas augmenter. Peut-être probablement une bonne rivalité là, pour la deuxième et la troisième place. Là. Oui, ce deuxième, troisième, selon moi, sont pas mal barrés. Je pense, j'ai l'impression que ça va être Meggy, Sabrina, puis peut-être Ariane. Après ça, c'est vraiment incertain. Puis si Anne-Marie Comeau n'est pas là, mais là, c'est une bataille pour la première position. Donc, à voir. Côté masculin, on a encore plus de coureurs. Je pense dans le post, on avait dit on a 15 coureurs sous les 32-15. Donc, quand même. Alors, assez relevé. Je pense que c'est le plus relevé au Québec qu'on a vu depuis un bon bout, un bon moment. Guillaume Dupire, Pierre-Olivier Laflamme qui fait un retour. Ça fait un bout qu'on ne l'avait pas vu. Il va être présent. Thomas Fafard. Moi, François Jarry. Anthony Larouche. Jean-Pierre Morin. Alexis Lavoie-Gilbert. Pierre Loubéraud. Benjamin Raymond. Guillaume Ouellette. Aaron Manning. Maxime Gonneville. Christian Mercier. Kevin Bédard et Maxime Lopez. Donc, toute une brochette. Et là, il y a beaucoup de spéculation pour la première position. Moi, j'essaye de faire le Grand Chelem. J'essaie de remporter les 4. Mais il va y avoir Pierre-Olivier Laflamme et Thomas Fafard qui seront présents. Selon ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que Thomas Fafard est un peu favori en général par les gens. J'ai l'impression qu'il y avait plus de monde qui disait qu'ils ont l'impression qu'il va l'avoir. Puis ils ont quand même de quoi pour appuyer. Un record personnel de 13,58,75. Donc sub 14 aux 5000 mètres. Et on se souvient, il a terminé 3e au championnat canadien d'athlétisme à Montréal. Donc ça avait fait les grosses nouvelles, le monde capotait un peu, puis avec raison. Il a réussi à battre, mon Dieu, son nom m'échappe, mais c'est tout un coureur, Lucas Bruchet. Il a réussi, c'est un Olympien dans le fond. Donc il a réussi à battre un Olympien au kick final dans les derniers 400 mètres. Il a fini juste derrière Justin Knight et Mohamed Ahmed. Donc deux coureurs qui étaient impossible à battre. Puis lui a fini juste derrière eux. Donc très fort. Et là le monde spécule, ils disent ces temps-là ça devrait être en masse pour me battre. Et que dans le fond, moi je suis quand même reconnu pour mon kick d'habitude, donc mon sprint final. Donc souvent, les gens disent, là, ça devrait être, si c'est Jarry à la fin, là, c'est Jarry qui va l'avoir parce qu'il a un bon kick. Mais là, maintenant, c'est un peu incertain parce que Fafard a tout un kick. Je pense qu'il a fini son dernier tour autour de 55, 56, 57 secondes ou peut-être 58, je suis plus trop sûr, mais c'était vraiment rapide. Là. Son dernier kilo était vraiment abusivement rapide. Donc, il a la force du kick aussi. La dernière fois qu'on s'est affronté. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, même si je suis avec lui à la fin, les gens peuvent pas dire là c'est François qui va le kicker parce que c'est un peu incertain c'est qui a le meilleur kick en ce moment. Dans le passé, je suis pas mal sûr. L'année passée, c'est moi qui avais le meilleur kick. Parce que je l'avais battu aux 5 km de la course du circuit endurance, donc le 5 km de DDO. Mais là, cette année, c'est une autre personne. Cette année, il est en meilleure shape de sa vie. C'est très difficile à dire. Mais moi,
Mais je suis un peu biaisé. Mais en toute honnêteté, je crois quand même que j'ai l'avantage. Les raisons sont les suivantes. L'expérience sur la route. Donc, Fafard, un petit peu d'expérience sur la route, quand même plus que la plupart des coureurs de l'Université Laval, parce qu'il il fait quand même le DDO de temps en temps. Donc, quelques courses sur route. Mais je sais pas si ça date de quand ils sont dans les 10 km sur route. Je sais même pas s'il a déjà fait un 10 km sur route. Donc, 5 km, 10 km, c'est deux distances, oui, similaires, mais quand même très différentes. Un va être un 5 km, ça va être environ 15 minutes. Un 10 km, 31. Ben dans ce cas-ci, on risque de se rapprocher du sub 30. Mais c'est ça, c'est deux distances complètement différentes. Sur 5000 mètres, je suis sûr à 100% que Thomas Fafard me battrait en ce moment. Aucun doute sur piste. Sur route, je ne sais pas. Puis sur 10 km, je pense que j'ai l'avantage parce que je suis quand même assez fort en endurance. Lui, son endurance, je sais qu'il est quand même fort, mais je ne sais pas à quel point au 10 km il peut se rendre. 15 km, je n'hésiterais pas, je pense que j'aurais l'avantage. Demi-marathon aussi. 10 km, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est un peu plus incertain. Puis c'est ça qui rend ça excitant quand même. Parce que les gens ne savent pas. 5 km, je pense que lui serait favori. Mais le 10 km, c'est vraiment un milieu qui est dur à dire. On va te souhaiter bon succès. Merci. Mais c'est ça. Il y aura les fans les fans de Québec donc qui appuieront Thomas Fafard ainsi aussi que Pierre-Olivier Laflamme. Qui fait son retour, que ça fait un bon bout qu'il n'a pas couru. On sait que ces temps-ci, il est quand même occupé avec sa famille, c'est dur, puis il travaille à temps plein. Donc, pas le temps, il n'y a pas beaucoup de temps pour s'entraîner puis courir. Mais là, en ce moment, il y a une belle cagnotte, il y a un beau 1000$ qui est offert aux gagnants. Juste pour cette épreuve-ci. Donc, je pense que c'est dans le fond, ils avaient déjà 500$ aux gagnants. Puis ils ont rajouté l'autre 500$ de la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, une belle cagnotte. Plus, on a Carl Hébert qui a annoncé sur Facebook qu'il donnait un 200$ de plus aux gagnants. Donc maintenant, c'est rendu à 1200$. Donc, toute une cagnotte. Puis Pierre-Olivier Laflamme, vraiment, c'est un wild card. On ne sait pas c'est quoi sa shape en ce moment. Selon moi, je devrais finir devant lui vu que je l'ai eu aux 5 km l'année passée à Victoriaville. Mais vraiment, c'est juste sur ça que je me base, mais on peut pas vraiment savoir. Cette année, il était quand même fort aux 5 km de la clinique du coureur à Beauport. Donc, encore une fois, il pourrait être de la partie. Puis on sait qu'il est fort sur 10 km. Je pense qu'il il y a une médaille de bronze au championnat canadien de 10 km, si je m'abuse. Peut-être même mieux. Combien je me souviens que c'était autour de 30 quelque chose à Ottawa par une journée assez dégueulasse. Donc, vraiment, lui, sa force, je pense il a plus d'endurance comparé à moi et Fafard. J'ai l'impression en tout cas que c'est sa force. Donc, il pourrait, selon moi, la façon qu'il pourrait gagner, c'est s'il est capable de nous lâcher d'ici la fin. Pas mal, je pense que moi et Fafard, on l'aurait au kick final. Donc, il faudra qu'il nous largue d'ici là. Mais ça devrait justement forcer des temps rapides, j'ai l'impression. Étant donné qu'il saura qu'il doit aller vite pour nous semer, parce qu'au kick final, ça risque d'être moi ou lui, moi ou Fafard qui l'emporte. Donc, ça serait. Je garantis pas un sub 30, mais ça serait pas impossible d'en voir un. C'est ça. Donc, ça va être pour la première position, ça va être une chaude lutte. Selon moi, c'est Fafard l'ennemi numéro 1 qui risque de me poser le plus de danger, mais honnêtement, on peut rien savoir à Pierre-Olivier Laflamme, peut-être aussi que ça va être lui. Bref, ça va être intéressant. Deuxième position, selon moi, Anthony. Deuxième, je veux dire, la position après ces trois positions-là, qui sont, selon moi, pas mal barrées. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent vous ignorez Pierre Loup, quelque chose, vous affaires de même. Selon moi, ces positions-là sont barrées.
on verra. Peut-être que P.O. Laflamme est pas en top shape. Si c'est le cas, peut-être c'est pas barré. Mais selon moi, Thomas Favard et moi, on devrait, selon notre shape actuel, ça devrait être entre nous deux. Ensuite, Anthony Larouche, je pense, devrait finir quatrième. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Ensuite, pour ce qui est du reste, Alexis Lavoie-Gilbert, probablement cinquième. Mais il y a Pierre-Loup qui est là. Selon moi, Pierre-Loup a peut-être une chance. Puis même contre Larouche, Pierre-Loup, il avait très bien fini aux 5 km NDL. Donc, c'est incertain. Il pourrait être de là. Il a démontré qu'il est quand même en bonne shape ces derniers temps. Je crois, je le vois toujours qu'il s'entraîne à la piste de McGill. Donc, il pourrait être de la partie vraiment. Vraiment, la quatrième position, c'est vraiment la position qui va être la plus difficile à deviner. Aaron Manning est en bonne shape aussi. Je m'entraîne avec lui. Il a eu une blessure récemment, mais il m'a dit qu'il devrait faire le 10 kg si tout va bien. Donc, lui, selon moi, probablement septième, autour de ça. À voir, mais vraiment, après ça, essayer de deviner qui va finir quoi, c'est vraiment du guessing, vraiment au hasard. Il y a certains coureurs que je connais pas trop, Maxime Godville, mais qui a quand même un bon PB, 31-29 et 2-27-59 au marathon, donc quand même assez fort. Puis Christian Mercier, lui dans le fond c'est pour les mètres, mais il y a quand même un record de 30-41 dans 2013, donc très fort. Maxime Lopez, je sais pas c'est quoi sa shape en ce moment. Je pense pas qu'il est top shape, mais je le sais pas en fait trop. Mais du moins je ne sais pas s'il est en top shape. Donc si je savais qu'il était top shape, je vous dirais. Là en ce moment je le sais vraiment pas. Donc c'est à voir. Mais vraiment c'est ça. Le top 10 va être après ça de 4 à 10, c'est assez imprévisible. Surtout le 4-5, je dirais, je mets Larouche favori, quatrième, puis après ça, Lavoie-Gilbert, vu qu'il y a de l'expérience quand même, mais encore une fois, aux 15 km, il n'y a pas une super course, donc est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'était juste qu'il savait qu'il ne l'aurait pas, donc il s'est juste laissé aller pour quatrième. C'est plus long un peu comme course aussi, 15 kg. Ouais, c'est ça, c'est plus long. Mais d'expérience, je sais que Lavoie-Gilbert, il s'entraîne quand même pour la distance, donc il devrait être fort en distance. Donc je sais pas trop à voir. Donc je dirais Larouche favori quatrième après ça. Ça va être à voir. Ça pourrait être Pierre-Loup qui se battrait pour. C'est à voir. Benjamin Raymond aussi qui serait de la partie. Qui s'entraînait marathon. Mais là, je pense qu'il avait fait. Je sais plus s'il avait fait le demi. Je pense qu'il avait fait le demi de Mississauga. Il a fait quand même rentrer un bon temps. 1:08:50. 1:08:07. Ok, 1:08:07 en 2019. Donc, il a quand même une bonne shape. Là. Il avait gagné le demi-marathon de Mississauga. Donc, ça pourrait être lui aussi. Il pourrait être de la partie. On a beaucoup de wildcards. Guillaume Ouellet aussi, qui est champion para-panaméricain au 5000 mètres T13 en 2019. Donc, un temps de 15:08. Donc, pourrait aussi être de la partie. Son record au 10 km, par contre, 31:58. J'ai l'impression qu'il est un peu trop spécialiste du 1500 puis du 5000. Je pense pas que je le mettrais favori pour un 10 km route. Lui, c'est vraiment sa force, c'est l'athlétisme 5000-1500. Donc, sur route, c'est à voir. Mais bref, ce sont mes prédictions pour ça. Toi, est-ce que tu es d'accord un peu avec ça ou Probablement si. Parfait. Je connaissais pas les temps exacts. Là. Ah ouais, parfait. Ensuite, bon, on a presque fini. On a un coureur, un article sur lequel je suis tombé. C'est en anglais, c'est Josh Kozelj qui est un coureur pour University of British non, Victoria. Of British, l'université de la Colombie-Britannique, donc, mais que c'est. Ouais, qui sont à Victoria, c'est ça. Et dans le fond, qui a fait un petit article dans le Globe and Mail, dans le fond, qui parle de comment il y a eu le syndrome du Female Athlete Triad, qu'on appelle.
mais que dans le fond, ça s'applique pas juste aux femmes. Dans le fond, c'est un peu une erreur de dire que c'est le Female Athlete Tribe, parce que les hommes aussi peuvent subir ça. C'est quoi exactement? Et dans le fond, c'est souvent lié aux troubles alimentaires, mais pas nécessairement, mais c'est quand tu t'entraînes, puis tu es en déficit calorique et donc tu perds du poids, puis là tu es à haut risque de blessure, tu es toujours fatigué, tout ça. Donc, lui, dans le fond, il essayait de perdre du poids, de moins manger, puis de courir plus pour atteindre ce qu'on dit le race weight ou son poids idéal qu'il voyait. C'est un gars de 6 pieds, puis il était rendu à 130 livres, je pense, ce qui est vraiment pas... 133, c'était son plus bas. Oui, c'est vraiment pas beaucoup pour un coureur de sa taille de 6 pieds. Moi, je suis un peu en bas de 6 pieds, je suis 5 pieds 11 et demi. Là. Moi, j'aime ça dire que je suis 6 pieds, mais apparemment, quand je me mesure, je suis par des vraies personnes, des vrais pros, ils trouvent que je suis 5 pieds 11 et demi et un quart. Mais bref, puis moi, je fais environ 145, 150 livres. Avant, j'étais plus autour de 140. Mais quand j'ai commencé à faire de la track, j'ai en fait gagné un peu de poids. Donc, de muscles, je sais pas, juste des biceps, puis mon six-pack sûrement. Mais bref, c'est ça. Puis dans le fond, là maintenant, il a réussi à remonter à 150, qui est un poids plus santé pour lui. Mais bref, ça concerne tout le monde. C'est pas juste les filles qui peuvent avoir des troubles alimentaires ou juste de trop s'entraîner puis de pas bien s'alimenter. Puis la course, on sait qu'il faut manger comme des porcs. Nous deux, on connaît bien ça, manger comme des porcs. Mais c'est dur, en fait, manger assez pour subvenir à nos besoins énergétiques. Mais on s'entraîne beaucoup. On fait qu'on a une grosse on a un métabolisme très avancé qui brûle beaucoup d'énergie au repos. Puis en plus de ça, on brûle des calories en courant. Justement, en fin de semaine, j'avais un gros workout de 38 kg. J'ai brûlé 2000 calories juste de ça. Fait que dans ma journée, j'étais probablement sûrement mon BMI est autour de 3000. Fait que j'étais à 5000 calories peut-être cette journée-là. Donc, j'ai mangé dans les jours qui suivent. J'ai commandé de la pizza. Ce qui est du monde qui joke que ça devrait être mon trouble alimentaire, que c'est le nouveau trouble alimentaire qu'ils vont essayer de découvrir, c'est ça. Que ma blonde reste avec moi pour découvrir le nouveau trouble alimentaire de la pizza, je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose de pizza, bulimia ou quelque chose de en tout cas. Ouais. Mais justement, par rapport à ce que tu parlais, l'article qui a été publié, ouais. Justement, avec l'équipe de cross-country, on a eu un séminaire sur la nutrition. Bon. Pour parler pas le cas de cette personne-là, mais que c'est en quelque général. chose qui peut arriver. Ouais. Puis ils ont eu beaucoup d'informations, un bon 2 heures de conférence là-dessus. Pour savoir comment bien s'alimenter au niveau des protéines, des vitamines. C'est bien qu'ils fassent ça. Moi, dans mon temps, c'était comme optionnel, puis c'était comme pas au début de l'année. Ok, c'est obligatoire. Bon, c'est bien. Moi, c'est bien qu'ils fassent ça parce que c'est. Encore plus chez les jeunes filles, parce que là, le poids, c'est pas juste pour courir, c'est aussi pour, des fois, de comment qu'ils ont l'air, puis on sait qu'ils ont beaucoup de pression, puis il faut avoir la belle, puis tout ça, avec les normes sociétales. Mais bref, pour les gars, ça peut arriver aussi que c'est ça, ils se disent, moi, il faut que je sois race weight. On en joke un peu, mais tu sais, il y a du monde qui va prendre ça très au sérieux, puis que, oui, c'est sûr que si tu as quelques livres de moins, tu devrais en théorie courir un peu plus vite, mais le problème c'est que c'est tellement une pente glissante que là si tu shootes un petit peu trop bas, là tu augmentes tellement tes risques de blessure, puis même tu vas perdre des performances, tu vas perdre du muscle. Donc la perte, si tu ne consommes pas assez, si tu augmentes ton volume de course aussi, il faut que tu augmentes en même temps la nourriture que tu consommes. À un moment donné, c'est tellement dur d'avoir c'est tellement risqué, puis tu fais juste te tirer dans le pied pour ta carrière à long terme, la course à long terme. Donc la course va juste devenir un fardeau pour toi. Puis ça, j'ai bien aimé la phrase qu'il disait à la fin. Il dit Nearly a year after that conversation with my coach, I've stabilized my weight at 150 pounds. I can also enjoy going out the door for a run again without the heaviness that comes from worrying about my weight. Donc il dit je peux maintenant courir, je peux maintenant vraiment profiter d'une bonne petite sortie de course.
sans le poids ou sans le poids qui vient ou le fardeau qui vient avec le fait d'avoir à te soucier de ton poids. Donc, tu cours plus léger mentalement. C'est ça. C'est ça. Toute une pression mentale. Bref, c'est important d'en parler. Finalement, la dernière des nouvelles qu'on avait, c'était la coureuse qui avait battu Melissa Bishop, donc notre coureuse étoile canadienne aux 800 mètres, lors des championnats mondiaux en 2015 aux 800 mètres, a reçu une petite suspension. Donc, est-ce qu'on est surpris? Puis son nom, c'est Marina Arzamasova. Donc, une russe, je crois bien. Non, Bélarusse. Un autre cas de dopage. C'est toujours le fun. Toi, qu'est-ce que t'en penses du dopage? Ouais. T'es-tu contre? En désaccord. Parfait. Mais je pense que ça va en plein contre l'esprit du sport. Ouais, non, mais c'est ça. Mais bref, c'est une manière qu'il faut utiliser. C'est ça. Puis c'est toujours fâchant de voir des affaires de même. Que, eh oui, une autre dopée qui nous a enlevé une médaille. Puis elle va recevoir sa médaille par la poste, sûrement, Mélissa. Mais tu perds tellement en sponsorship. Puis juste en la gloire que tu mérites parce que tu as travaillé si fort pour ça. Pour vraiment mériter. Ouais. Donc, une suspension provisional, donc temporaire, mais qui risque d'être bien longue, je pense, parce que d'habitude, une suspension. C'est toujours un fardeau quand il y a quelqu'un qui reçoit une suspension pour du dopage. Ouais. Puis, bref, dopez-vous pas, mais c'est pas tant un problème au Canada, je pense que c'est plus dans certains pays où est-ce que c'est plus accepté, où est-ce que c'est plus le pays qui pousse pour faire les athlètes les meilleurs. Donc, on regarde la Russie qui a eu un gros scandale, qu'ils n'avaient pas pu participer, où ils avaient été menacés de ne pas participer en athlétisme aux Olympiques. Donc, la Russie a arrêté d'être méchant. On sait que c'est pas les Russes, mais le problème, c'est quand c'est le président qui dit si, ça va être comme ça, si t'es pas d'accord, tu te fais empoisonner, puis après ça tu vas on va donner plein de petites choses à nos athlètes, puis ils vont bien performer, puis la Russie va être glorieuse. Ouais. Je pense dans tous les cas, l'important c'est d'avoir qu'il y ait une bonne éducation pour anti-dopage. Éducation, puis aussi régulation, parce qu'il y a des pays que ouais, régulation. T'as beau leur dire fais pas ça, ben ils vont le faire, ben fait que ça soit testé. Puis c'est une bonne nouvelle quand elle se soit fait pogner, mais c'est juste triste parce que on se dit qu'il y en a combien. Mais au moins il y en a qui se font pogner. C'est pas comme on regarde au football un gars qui s'était fait pris à prendre des stéroïdes récemment, je pense un gars pour l'Université Laval. Il a été maintenant il court, je pense que si c'était de l'Université Laval là, ça aurait été pire sa sanction, mais là je pense qu'il est avec la CFL. La Ligue de football canadienne, puis je pense qu'il se fait suspendre pour 2 matchs. Petite tape. C'est un accident apparemment. Des accidents. Bref, au moins on est dans des sports qui prennent ça assez au sérieux. C'est ça. C'est juste dans certains pays c'est plus dur à appliquer. Mais au moins au Canada ça s'applique assez bien, je dirais. Puis aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils se font pogner. On en pogne beaucoup, mais au moins si on en pogne, ça veut dire qu'ils se font pogner. Bref, c'était les nouvelles du monde de la course. Un petit peu plus long que je prévu, mais c'est parce qu'on avait du stock en masse à couvrir. Si vous avez des commentaires ou des shout-outs à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit à ma page Facebook ou soit à mon Facebook personnel. Ça me fait toujours plaisir quand c'est pertinent de les souligner, tant que c'est relié. Mais à date, j'ai toujours reçu des commentaires qui étaient reliés. Merci de nous écouter et dans le fond je devrais recevoir idéalement cette semaine, sinon la semaine prochaine, nos 2 coureurs dont je parlais. Et bien alors c'est ça, et après ça on se reverra avec les résultats du 10 km. Donc on fera un petit retour là-dessus aux prochaines nouvelles du monde de la course. Off.